Good Morning Business. Le débat. Et on va se demander s'il y a encore un pilote dans l'avion de la sécurité sociale, dans les comptes de la Sécu, notamment ceux de la branche famille, Stéphane. Oui, les comptes ont été épinglés par la Cour des comptes. Elle relève une grande quantité d'erreurs. Alors la branche famille, c'est celle qui verse évidemment les prestations familiales, mais aussi les aides au logement ou encore le RSA, le revenu de solidarité active. Et c'est pas une petite erreur, hein. On parle de 5,8 milliards d'euros pour remettre le chiffre en perspective. C'est pas ce qu'on appelle underscope chez les cabinets de conseil. Non, effectivement. C'est pratiquement 8% des prestations qui ont été versées l'an dernier. Et ça concerne surtout le RSA. La Cour des comptes nous dit qu'il y a à peu près un quart d'erreur sur le RSA. Alors par rapport à ça, quelques observations. D'abord, quel est le pouvoir de la Cour des comptes ? À chaque rapport, on se dit, très bien, la Cour des comptes donne l'alerte, mais elle n'a aucun pouvoir de sanction, aucun pouvoir de contraindre. Et finalement, jeter en pâture comme ça des chiffres à l'opinion publique, ça ne sert qu'à alimenter une certaine forme de poujadisme et donner l'impression que finalement les pouvoirs publics ne font rien. Donc donnons des pouvoirs à la Cour des comptes et arrêtons de prendre peut-être l'opinion publique à témoin. Ensuite, sur le fond, c'est pas parce qu'il y a un dérapage sur certains dossiers qu'il faut remettre en cause les politiques sociales. Tous les bénéficiaires du RSA ne sont pas des fraudeurs, ne sont pas des dealers, ce sont surtout des familles qui se retrouveraient à la rue si elles n'avaient pas ce filet de sécurité. J'ai regardé les chiffres, hein. Le RSA c'est 607,75 € exactement par mois pour une personne seule, 911 € pour un couple. Ça permet pas quand même de mener la grande vie. On va être quand même réaliste, sauf quand on triche. Mais là, se pose la question du contrôle. Et du coup, qui gère, qui contrôle ? C'est la question que vous posiez, Christophe. Est-ce que les effectifs sont suffisants ? Est-ce que les systèmes informatiques sont suffisamment performants ? Jean-Marc va nous dire que c'est géré par les syndicats, donc c'est mal géré, donc je lui laisse sa réponse. Mais on peut aller plus loin. En France, on a un vrai problème avec la granularité, avec le ciblage des aides. 2 exemples. Regardez le quoi qu'il en coûte. On a arrosé absolument tout le monde sans vraiment s'intéresser à la situation individuelle des restaurants ou des bars qui ont refait toute leur déco pendant le Covid. Je vais me faire quelques amis, mais la réalité de terrain, c'est ça. Et puis, le chèque carburant aussi, qui a été versé absolument à tout le monde, sous condition de ressources, mais même à ceux qui n'avaient pas de voiture. Il fallait quand même dire qu'on avait une voiture dans la déclaration quand on s'inscrivait sur le site. C'était déclaratif. Ouais. Donc on déclare finalement. Alors, ça veut dire qu'on triche. Et oui, mais il n'y a aucun contrôle in fine. Et on en revient au point de départ. Les aides sociales, oui, c'est ce qui fait quand même la force de notre pays. Les aides sociales, n'importe comment, effectivement, il faudrait peut-être un pilote dans l'avion, quoi. Mais alors Jean-Marc, ça veut dire qu'il faut quoi ? Il faut plus de pouvoir à la Cour des comptes pour mieux contrôler les comptes sociaux. Il faut des outils informatiques plus perfectionnés. C'est quoi la solution ? D'abord, la Cour des comptes n'a pas... La Cour des comptes n'a pas aussi peu de pouvoir que le dit Stéphane. Car la Cour des comptes est une cour de discipline budgétaire. Elle peut sanctionner les ordonnateurs, elle peut sanctionner les comptables. Ça a été effectué combien de fois ? Et puis, alors heureusement pour les comptables, assez rarement parce qu'ils sont relativement honnêtes. C'est-à-dire que le comptable en tant que tel est relativement honnête. Et puis elle peut saisir la justice. C'est-à-dire quand il y a la justice judiciaire. Mais je pense que, en fait, c'est pas tellement un problème de Cour des comptes, c'est plutôt un problème d'organisation générale du système. C'est-à-dire que, Stéphane l'a rappelé, 5,8 milliards de fraude essentiellement autour du RSA et des aides au logement. Quand on regarde l'ensemble des dépenses de la sécurité sociale, du régime général, là c'est le régime général, c'est pas toute la sécurité sociale, ça représente maintenant 430 milliards d'euros. Et le budget de l'État en 2022, le budget de l'État, à titre de comparaison, c'est 445 milliards d'euros. Donc ce sont des masses énormes. Or, on les a confiés pour des raisons historiques, effectivement, aux héritiers de l'esprit de l'UCNR, c'est-à-dire à ces caisses qui sont supposées être le symbole du paritarisme. Je pense que le paritarisme, c'était fait pour prendre des décisions, pas pour faire de la gestion. On a vidé complètement les organismes de sécurité sociale de pouvoir de décision, au travers notamment des ordonnances de 67, puis du plan Juppé de 95, et on leur a laissé de la gestion. Ils ne sont pas faits pour ça. Et donc, quand on a un organisme qui n'arrive pas à gérer, quand on a un organisme qui effectivement accumule, alors les erreurs tous les ans, quand vous regardez, donc là je rejoindrai un peu Stéphane, c'est-à-dire tous les ans la Cour des comptes fait des remarques, là elle est allée jusqu'à une forme assez agressive, c'est-à-dire elle refuse de certifier, mais elle accumule les remarques et en disant l'année dernière on a fait cette remarque, il n'y a pas eu véritablement de réaction de la part des organismes de sécurité sociale. Je pense que la seule façon de faire en sorte que quelqu'un se sente impliqué dans la nécessité de faire des réformes, c'est qu'il soit menacé par un concurrent.
Et donc je pense que... Vous allez nous dire qu'il faut privatiser la sécurité sociale. Il c'est faut ça ce que vous êtes faire de la en train nous dire. sécurité sociale l'opérateur historique de la distribution d'un certain nombre d'aides, la mettre en concurrence et organiser son passage vers sa privatisation. C'est déjà un organisme d'ailleurs qui n'est pas totalement public. Hein. C'est un organisme qui est en situation de monopole, mais les agents de la sécurité sociale, par exemple, relèvent d'une convention collective et sont en situation d'exercer leur activité dans le cadre du droit privé. Mais c'est réaliste Mais c'est de totalement... privatiser les prestations sociales? 45% de la sécurité sociale, c'est l'assurance maladie. Dans énormément de pays, cette assurance maladie est gérée par des compagnies d'assurance privées. Sauf qu'en Angleterre, et j'y ai vécu quelques années, dans certains cas, vous avez un cancer, il existe un traitement qui n'est pas curatif, mais qui vous permet de gagner 1 ou 2 années de vie supplémentaire. La Sécu anglaise dit non, parce que le bénéfice rendu n'est pas suffisant. Oui, parce que la C'est sécurité... cruel quand même. Oui, mais parce que la sécurité anglaise est un service public, le NHS, qui n'est pas en concurrence, qui est un service qui a été construit par les travaillistes dans les années, à la fin des années 40. Si c'était quelque chose de privé en concurrence, les gens qui ont un cancer peuvent changer de compagnie d'assurance et aller voir, moyennant effectivement une augmentation de leur cotisation, aller voir quelqu'un qui les couvrira. Donc, et quant à la retraite, ça représente 30%, et là aussi, des fonds de pension privés gèreraient ça tout à fait bien. Avec Daniel 2027, on verra combien il aura de voix aux élections. Hein. Beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui commencent à dire assez.